Épisode 19, Folie à deux. Le titre original c'est Folie à deux. C'est écrit par Vince Gilligan et c'est réalisé par Kim Manners. Un homme travaillant dans un centre d'appel de télémarketing pense que son patron est un monstre. Il entreprend une prise d'otage dans laquelle se trouve notre pauvre agent Mulder. Et d'ailleurs, il va lui transmettre sa paranoïa. Alors l'épisode s'ouvre sur un des pires endroits au monde où bosser, hein, donc les centres d'appel télémarketing où des opérateurs passent leur journée à passer des appels pour vendre des trucs. Donc naviguant autour d'eux, des N+1 obséquieux qui passent fielleux. Il y a du vocabulaire sur cette chaîne, hein. Pardon. Qui passent autour d'eux, voilà, pour s'assurer qu'ils sourient bien au téléphone. Yo, Gary. Dial and smile, Gary. See if you're not smiling, they can hear it. La pression constante parce que évidemment on veut du résultat, donc le lieu a son importance. Elle permet d'inscrire l'histoire dans un contexte pas toujours représenté et pourtant d'une triste banalité. C'est vrai que les meilleurs récits de science-fiction montrent des gens qui travaillent dans un environnement professionnel très terre à terre, puis s'opère une sorte de glissement en fait de notre perception de la réalité. Soit on invite le personnage principal à bousculer ses certitudes façon Matrix, soit ce dernier va basculer dans la folie façon donc Philippe K. Dick. Donc aujourd'hui on montrerait des gens qui télétravaillent, hein, ce qui est une évolution, mais d'un autre côté, alors que les plateformes de communication n'ont jamais été aussi nombreuses, on peut pas nier qu'on est coupé des autres, hein. X-Files continuerait aujourd'hui. Il est certain qu'on aurait un épisode de type cellulaire, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, mais de Stephen King, où un signal transmis par des portables rend fou ses utilisateurs qui deviennent agressifs. Là, on a une véritable esthétique de déshumanisation qui se met en branle. Le décor soigné permet d'exercer ce sentiment. C'est juste dommage qu'on ait très peu de plans larges qui pourront rendre compte des décors de cet espace de travail. C'est un point d'ailleurs qui fait un petit peu vieillir la série. Je me suis fait la réflexion récemment parce que je suis en train de mater la mini-série Outsider d'après Stephen King. Hein. Moi, en ce moment, je suis très Stephen King. Où on a des scènes de dialogue qui sont filmées de loin, parfois en plan séquence. On n'hésite pas à étirer le temps. Les acteurs d'ailleurs sont pas forcément filmés de face, hein. Ils peuvent être filmés de dos. Alors à l'époque c'était juste impensable. On présentait des plans, des champs contre champs cadrés serrés. Et encore avec X-Files vraiment tiré vers le haut, ce genre de découpage. On avait souvent des épisodes qui s'approchaient presque d'un film de cinéma. Donc là on a un décor qui pourrait l'apparenter un petit peu à ces phénomènes internet qu'on appelle les backrooms, hein. Vous savez, les backrooms, c'est en fait une légende urbaine qui appartient au creepypasta, c'est-à-dire creepy, donc flippant, quoi. Pasta, je crois que ça vient de copier-coller, donc c'est diffusé sur internet, hein, c'est ça. On voit des décors souvent vides qui semblent échapper au temps, oubliés, et qui peuvent flirter avec le surréalisme. Et là, c'est vrai qu'on a un plan large où on voit cet espace avec une architecture répétitive, presque une mise en abîme, hein, avec ces bureaux qui se suivent à l'infini. Je vous renvoie à une vidéo produite par Blast qui en parle très bien, et ils évoquent d'ailleurs ce livre La Maison des Feuilles que j'avais lu à l'automne dernier, qui est sans doute une œuvre terminale sur ce phénomène, conscrit dans un pavillon de banlieue. Je vous recommande La Maison des Feuilles, hein. C'est sans doute un de mes plus grands chocs de ces 10 dernières années. Alors c'est assez fastidieux à lire, mais c'est très 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 prenant. Cet épisode plaisant mais inabouti m'a désemparé d'abord par son histoire que j'avais oubliée. Autant j'aime beaucoup la progression de l'histoire jusqu'à la moitié de l'épisode. La progression de la folie du personnage est aidée par deux phénomènes, auditifs et visuels. D'abord, ce bourdonnement qui sonne comme un parasite. Alors au niveau du sound design, rien à redire, c'est juste excellent. Et puis les visions furtives du monstre, un gros insecte qui ressemble à une interférence, comme si notre perception était sur une télé d'une chaîne défunte, pour paraphraser évidemment la traduction récente de Neuromancien de William Gibson. Donc on a un effet un petit peu stroboscopique. Alors en réalité cette astuce a été conçue en post-production parce que le costume était ridicule. Kim Manners, comme à son habitude, pestait pendant les prises de vue. Il était convaincu que sa carrière était finie, ce qui n'est pas le cas. Ce qui l'a fini, ce sont les cigares. J'ai cru, parce que je l'avais oublié dans les grandes largeurs, qu'on aurait une intrigue à base d'interférences hertziennes, une interférence
interférences hertziennes, un peu comme dans l'épisode Wet World, Hallucination, c'était le titre français, hein, qui était d'ailleurs un très très chouette épisode qu'on a tendance à oublier dans la saison 3. Cela aurait inscrit l'épisode dans la continuité de ces histoires qui se basent sur l'hystérie collective, sauf que là, Folie à deux, eh ben, comme son nom l'indique, hein, ça se transmet, c'est une folie donc qui porte d'une personne à une autre, donc pas à proprement parler une hystérie collective. Donc je vais spoiler l'épisode, hein, on apprend en réalité qu'il s'agissait bien de monstres qui échappent au regard de la plupart des gens, des monstres qui contaminent ses victimes par une piqûre, les transformant en zombies. Alors le maquillage des zombies, je trouve que ça fonctionne très bien encore aujourd'hui, certains plans sont franchement flippants. Mais je ne suis pas quand même totalement satisfait, il y a une frustration qui est voulue, hein. Mais frustration quand même, d'abord j'accepte pas qu'on laisse partir dans la nature ce monstre. Je comprends la logique d'une fin ouverte, hein. C'est dans l'ADN d'X-Files, hein, les fins ouvertes, mais il faut justifier pourquoi Mulder et Scully laissent tomber la traque. C'est juste énorme comme révélation, ça chamboule leur perception de la réalité. On a un épisode voilà qui se balance entre le délire kafkaïen et la paranoïa digne de Philip K. Dick, qui a tissé une œuvre colossale hein, sur l'individu qui prend conscience que son environnement n'est pas celui qu'on croit. Mais à force de grignoter partout ces références, on n'a rien de franchement consistant. On a comme ça une petite parenthèse de prise d'otage, comme l'épisode précédent, une parenthèse cauchemardesque à l'hôpital. D'ailleurs qui est bien, hein, la partie à l'hôpital, mais c'est trop bref. Une autopsie aussi qui est pas assez développée à mon goût, ça manque de sel, c'est pas assez piquant quoi. Donc on a un peu de ci, un peu de ça, et puis au final ça fait pas un tout, donc c'est un peu l'équivalent des tapas hein, cet épisode, c'est-à-dire c'est un amuse-bouche quoi. On ne connaît rien des motivations des monstres, pourquoi, comment, alors si le comment on sait un petit peu. Est-ce que les zombies peuvent contaminer à leur tour? Quel but? Où vivent-ils? D'où viennent-ils? J'ai pas l'impression que c'est assez réfléchi, ce qui est assez étonnant de la part de Vince Gilligan. Pourtant, c'est un épisode qui est extrêmement apprécié par les fans. Alors, il est loin d'être mauvais, hein. J'ai pas dit non plus que c'était une purge. C'est juste qu'il me frustre un peu, quoi. Donc c'est coup-ci, coup-ça. Un épisode de midi, comme je disais à une certaine époque. Maintenant, c'est à vous de faire votre avis. À bientôt, ciao.